Des milliers de tonnes d'or sont entreposées dans les coffres des grandes banques, réserves monétaires des nations. Avec l'or, on négocie et on spécule. C'est un moyen de paiement, mais aussi un bijou. Pour le chimiste, c'est un simple élément parmi tant d'autres. Moins précieux, l'élément fer. Incandescent, on peut le transformer facilement. Depuis le début de l'industrialisation, le fer est le matériau usinable numéro 1. Le néon éclaire les pièces et apporte une note de couleur dans la nuit. L'élément néon est l'un des gaz nobles qui remplissent les tubes fluorescents. Le diamant, l'élément le plus dur et le plus convoité que nous connaissions. Il ne se différencie du charbon courant que par l'ordonnancement de ses atomes, une différence minime mais de poids. Le diamant, un objet de convoitise et de différend historique pour davantage de puissance et de richesse. De tout temps, l'homme s'est efforcé de décrypter les secrets des éléments, mais les méthodes dont il se servait étaient aussi confuses que l'idée qu'il se faisait de la structure de la matière. Au début du XIXe siècle, on découvre que les atomes sont les modules de base de la nature. On peut ainsi comprendre ce que tous les divers éléments ont en commun. Un élément est une substance qui se compose d'un seul type d'atome. Les atomes des éléments se différencient en étant de poids différents. Avec la balance, les chimistes ont alors essayé de déterminer le rapport interne des poids des atomes. Pourtant, il régnait une grande confusion en ce qui concerne ce poids des atomes. En 1860, un congrès de chimie est convoqué à Karlsruhe pour régler le fatras existant dans le domaine des poids atomiques et moléculaires. C'est là que sont posées les bases d'une vaste systématisation des éléments. Le russe Dimitri Mendeleïev et l'allemand Lothar Meyer participent à ce congrès. Ils devinent que le poids atomique est la clé d'une classification des éléments. En 1867, Mendeleïev est nommé professeur de chimie à l'université de Saint-Pétersbourg. Il se rend dans les carrières avoisinantes pour ramasser des minéraux. Il montre ainsi à ses étudiants que les éléments chimiques se présentent sous des formes diverses dans la nature. Dans le cadre de son enseignement, Mendeleïev écrit un livre didactique, Principes de la chimie. Il y explique que les substances se subdivisent pour former un système permettant le classement des éléments. Saint-Pétersbourg, 1869. Devant la Société russe de chimie, on lit un manuscrit où Mendeleïev résume ce qu'il a découvert sur la classification des éléments. Il a en effet réussi à intégrer les éléments chimiques dans un système cohérent. Mais comment a-t-il eu l'idée de ce classement ? Mendeleïev lui-même déclare « Pour trouver quelque chose, que ce soit des champignons ou une quelconque dépendance, il faut observer et tester. Après avoir inscrit sur des cartes les éléments avec leur poids atomique, j'ai essayé de regrouper les éléments similaires et les poids atomiques proches les uns des autres. Cela m'a conduit rapidement à la conclusion que les propriétés des éléments sont en dépendance périodique de leur poids atomique. » Mendeleïev remplit les cases vides entre les cartes par des éléments encore inconnus. Il ose même prédire les propriétés chimiques de ces éléments. Mais ces hypothèses sont repoussées par de nombreux collègues qui les jugent trop audacieuses. La classification périodique telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec des lignes et des colonnes. Dans les lignes, les éléments sont classés suivant leur nombre atomique croissant. Ce nombre atomique est à peu près proportionnel au poids atomique. Dans les colonnes, les éléments présentant des propriétés similaires sont alignés les uns sous les autres. Mendeleïev ne peut pas classer comme il le faut certains des éléments. Lothar Meyer parvient à une classification semblable, mais lui réussit à mieux intégrer les éléments dans le système. Sa représentation graphique des propriétés des éléments périodiques est particulièrement convaincante. Pourtant, il met en garde. Il ne faut pas remplir les cases vides d'éléments encore inconnus.
Ainsi, il ne reconnaît pas un point fort de la classification périodique. 1886. Clemens Winkler remplit l'une des cases laissées vides par Mendeleïev. Il découvre l'élément germanium dont les propriétés chimiques confirment les prédictions de Mendeleïev. Le germanium fait partie de la même famille d'éléments que le carbone, le silicium, l'étain et le plomb. La classification périodique est fiable, ainsi que le prouve la découverte de William Ramsay. En 1894 et 1898, il découvre en effet une série de gaz rares constituant une nouvelle famille d'éléments. Ces gaz se trouvent dans l'air, où ils avaient pu se cacher pendant longtemps en raison de leur comportement chimiquement inerte. Sachant que les atomes se composent d'un noyau entouré d'électrons, on a pu vraiment comprendre la périodicité. Les électrons se rangent selon des règles précises dans des couches. Lorsqu'une couche est pleine, on en ouvre une nouvelle. Comme les propriétés chimiques dépendent surtout du nombre des électrons externes, il y a, avec toute nouvelle couche, une répétition des propriétés chimiques. Parallèlement, débute une nouvelle ligne de la classification périodique. L'atome d'hydrogène est le plus léger de tous les atomes. Les atomes de l'azote et de l'oxygène composant l'air sont nettement plus lourds. C'est cette propriété qui a permis la navigation aérienne à bord d'aérostats remplis de gaz hydrogénés. L'hydrogène a un poids atomique avoisinant 1. Plus de 200 fois autant, l'élément naturel le plus lourd, l'uranium. En 1940, seul sur les 92 éléments allant de l'hydrogène à l'uranium, l'élément prométhium manquait encore à l'appel. Vers la fin des années 30, plusieurs groupes de savants essaient de créer artificiellement des éléments plus lourds à partir de l'uranium. En 1938, le chimiste allemand Otto Hahn découvre plutôt par hasard le phénomène de la fission nucléaire. Avec son assistant Fritz Strassmann, il analyse des échantillons d'uranium qu'il a bombardés de neutrons. Au lieu de découvrir un nouvel élément plus lourd, il ne trouve que des éléments plus légers issus de l'atome d'uranium par explosion. C'est ainsi que Otto Hahn apporte pour la première fois la preuve de la fission du noyau atomique. 2 ans plus tard, des savants américains renouvellent l'expérience et fabriquent ainsi le premier élément artificiel, le neptunium. Plus 1 an plus tard, le plutonium. Le neptunium et le plutonium sont plus lourds que l'uranium. Ils s'intègrent sans problème dans la classification périodique existante. Cela aussi indique qu'il doit exister d'autres éléments transuraniens. On constate que l'isotope de plutonium-239 se désintègre facilement en présence de neutrons, une réaction importante sur le plan militaire. Ce sera la base des explosifs de la bombe atomique. Le plutonium se forme dans les réacteurs nucléaires sous l'effet de la réaction de l'uranium naturel bombardé par des neutrons. Pour une bombe, on a besoin d'une masse critique minimum de 5 kg de plutonium. Jusqu'alors, on ne peut fabriquer que de minuscules quantités d'éléments artificiels. Et pour peser ces éléments, il fallait mesurer l'incurvation d'une fine fibre de verre. Pourtant, les scientifiques arrivent finalement à déterminer les propriétés physiques et chimiques de l'élément, une condition essentielle pour pouvoir fabriquer le plutonium en quantité importante. La construction de la bombe atomique avec du plutonium, un élément artificiel, est l'un des 4 objectifs de ce qu'on appelle le projet Manhattan. Les 3 autres se concentrent sur l'uranium en tant qu'explosif. Le projet Manhattan a pour ambition de fournir une super-arme contre le nazisme, contre Hitler. C'est la plus grande entreprise scientifico-militaire de l'humanité jusqu'alors. 18 000 personnes travaillent à la réalisation de la bombe. Chercheurs et ingénieurs avancent en terrain connu, aussi bien sur le plan scientifique que technique. Ce qui apparemment est impossible devient soudain réalisable. Mais la bombe ne sera pas utilisée contre l'Allemagne, car lorsqu'elle est enfin prête, l'Allemagne hitlérienne a capitulé.
La guerre se poursuit cependant dans le Pacifique. Au matin du 6 août 1945, Little Boy explose au-dessus d'Hiroshima. Little Boy, c'est le nom de code de la première bombe nucléaire militaire. Elle contient 60 kg d'uranium et développe une force explosive de 14 000 tonnes de TNT. 3 jours plus tard, une seconde bombe dévaste Nagasaki. Elle contient 8 kg de plutonium et développe 22 000 tonnes de TNT. Une ville entière est détruite par un élément créé artificiellement. C'est aussi une bombe au plutonium qui fournit la chaleur nécessaire à la première fusion nucléaire le 2 novembre 1952. En ce jour, les États-Unis font exploser la première bombe à hydrogène du monde sur l'atoll d'Eniwetok dans le Pacifique. C'est la première explosion thermonucléaire. Des avions téléguidés traversent l'intérieur du champignon pour collecter des échantillons de particules. On y découvre 2 éléments nouveaux, l'einsteinium et le fermium. On retrouve de grandes quantités de ces éléments dans les roches coralliennes des atolls voisins. Débute alors une course à la recherche entre les 2 grandes puissances, USA et URSS. L'exemple du plutonium ayant prouvé que les éléments artificiels pouvaient être synonymes de supériorité militaire. C'est ainsi que la guerre froide contribue à compléter la classification périodique en éléments nouveaux. Depuis le début des années 80, on parle d'éléments nouveaux fabriqués artificiellement en Allemagne. À l'Institut de recherche sur les ions lourds à Darmstadt, on a fabriqué une demi-douzaine d'éléments nouveaux jusqu'en 1996. Les expériences sont longues et coûteuses. Il n'est pas rare qu'on bombarde des échantillons avec des atomes lourds pendant plusieurs semaines. L'acquis en éléments nouveaux semble extrêmement faible pour le profane, mais il est fascinant de savoir qu'avec les méthodes adéquates, il est possible de prouver l'existence des divers atomes de ces éléments. Au début, ce sont des chimistes qui ont établi la classification périodique des éléments. Aujourd'hui, ce sont les physiciens qui enrichissent le tableau d'éléments nouveaux. Un tableau découvert isolément l'un de l'autre par l'allemand Lothar Meyer et le russe Dimitri Mendeleïev, voici plus d'un siècle. La classification périodique des éléments a prouvé qu'elle avait valeur universelle et chaque découverte nouvelle de la physique nucléaire vient le confirmer.